Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. C'est pas très joli, mais c'est l'endroit qui a une bonne luminosité pour le moment et je peux pas flouter le fond, je suis désolé. Alors vous pouvez le flouter en fermant les yeux un petit peu comme ça. Le problème, c'est que ça me floute avec. Alors c'est peut-être pas un problème, vous me direz, mais bon. Ça sera un problème en tout cas pour pouvoir voir le document que je souhaite partager avec vous. Je trouve que c'est un document tout à fait intéressant, en tout cas qui pose une question tout à fait pertinente concernant un sujet qui me préoccupe pas mal en ce moment, c'est la prédication. Et ce document, il parle des PowerPoint. Il a été partagé par un ami à moi enfin un ami Facebook, mais il l'a partagé en privé, donc je ne dirai pas qui c'est. Voilà, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et je vous partage ce document maintenant. Voilà ce qu'il dit. Alors, je ne suis pas sur le bon endroit, je le remonte. Voilà. Il dit « Le PowerPoint rend les étudiants bêtes et les profs ennuyeux ». Voilà, ça a le mérite de poser, de poser la chose. Hein. C'est un document, donc un article qui fustige l'usage du PowerPoint. Voilà, selon Paul Ralph, qui est donc un professeur, l'usage du PowerPoint baisse dangereusement le niveau des universités, comme leurs exigences vis-à-vis des étudiants. Alors, il y a de bonnes choses, je dirais, dans cet article, et notamment, je crois que la critique du PowerPoint est intéressante à entendre. Et puis, il y a des choses qui me semblent beaucoup moins pertinentes, et j'en parlerai aussi, à commencer par cette photo, hein, qui vient précisément illustrer l'article, donc une photo où on voit deux étudiantes là, qui sont a priori tout à fait passionnées par le discours du prof qu'elles écoutent. Et ça serait donc la faute du PowerPoint, vous voyez, ça serait la faute du PowerPoint. Alors, vous pensez vraiment que regarder un prof lire des centaines de slides PowerPoint vous rend plus intelligent? Voilà, dans une tribune, le professeur d'informatique Paul Ralph explique pourquoi, selon lui, cette façon d'enseigner est totalement inefficace. L'excès de slides a contribué à faire croire, et c'est absurde, que c'est trop demander à des étudiants de lire des livres, d'être présents en cours, de prendre des notes ou de faire des devoirs. Donc il évoque trois principales raisons pour lesquelles les PowerPoint sont toxiques. La première, c'est celle-là, les slides empêchent d'avoir des raisonnements compliqués. Alors, première remarque, en tout cas, c'est qu'il me semble que les slides souvent servent à indiquer la structure d'un discours. Alors, dans notre cas, dans le cas qui, moi, m'intéresse, le discours, la structure d'une prédication, mais à mon avis, n'empêche pas évidemment d'entrer dans des raisonnements plus complexes au sein de cette structure. Par contre, la remarque que moi je pense intéressante à faire, c'est de se poser la question de savoir si le PowerPoint ne vient pas précisément combler une faible capacité oratoire en réalité. C'est-à-dire comme le prédicateur n'arrive pas à être clair dans son discours, alors il s'appuie sur un PowerPoint pour que l'auditoire puisse suivre là où il en est. Ça, c'est une autre question, je vais l'aborder un peu plus tard. Deuxièmement, cela pénalise les bons profs. À force de ne voir que des PowerPoint, dit ce professeur, les étudiants ne considèrent plus les cours que comme une succession de slides. Les bons profs qui présentent des réalités complexes et ambiguës sont critiqués et accusés de ne pas être assez clairs. Je ne crois pas que ce soit les bons profs qui présentent des réalités complexes et ambiguës. Je crois plutôt que ceux qui sont critiqués et accusés de ne pas être assez clairs, c'est ceux qui ont une structure moisie, en fait. Ceux qui, effectivement, à l'oral, eh bien, peuvent partir, par exemple, dans des digressions ou dans des éléments qui perdent complètement l'auditoire. Et du coup, c'est difficile à suivre. Et du coup, on aimerait bien avoir un PowerPoint pour pouvoir suivre les points principaux. Mais il me semble que si on est dans une bonne capacité oratoire, en réalité, cette structure, elle se retrouve dans le discours et rend, dans l'idéal, en tout cas, devrait rendre le PowerPoint facultatif, parce que c'est déjà tellement clair dans le discours qu'on peut suivre ça correctement. C'est un avis, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier de bon prof, au moins au niveau pédagogique, un prof qui n'arrive pas à être suffisamment clair pour être compris de ses étudiants. Et je ne suis pas du tout convaincu que ce soit l'absence du PowerPoint qui soit en cause. Troisièmement, cela vide les amphis. Pourquoi les étudiants prendraient-ils la peine de venir s'ils peuvent décrocher un 18 en lisant des slides dans leur lit en pyjama? Alors là, il y a deux éléments qui, moi, me troublent là-dedans. Le premier, c'est de mettre, je dirais, de charger un peu les étudiants. Hein. Finalement, c'est un peu une bande de feignasses qui, s'ils peuvent rester dans leur lit,
eh ben, ils s'en contentent, voilà. Je pense que c'est pas mettre le focus au bon endroit, parce que là où on peut agir, c'est plutôt à nouveau sur la capacité oratoire du professeur ou du prédicateur. C'est la même chose pour la prédication, hein. Pourquoi est-ce que les gens viendraient à l'église s'ils peuvent finalement avoir les slides d'une prédication, et puis voilà, c'est même pas la peine de venir écouter un orateur, vous voyez? Non, je pense que ça parle plutôt, effectivement, encore une fois, de la capacité oratoire de cette personne qui, finalement, n'intéresse pas suffisamment les étudiants pour qu'ils se déplacent jusqu'à l'amphi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je ne jette pas la pierre, sincèrement, aux étudiants qui ne font pas le déplacement, parce que ça, je dirais que c'est une critique finalement de l'outil informatique, d'une certaine manière, et c'est une réflexion qu'on peut pousser plus loin, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut se lamenter finalement que les gens s'informent sur Internet et se forment même sur Internet, et que du coup, effectivement, les facultés se vident, les amphis se vident, ou est-ce qu'il faut considérer en fait qu'on est entré dans une nouvelle ère de la façon de se former, voilà, et une ère qui a été, je dirais, propulsée particulièrement pendant l'épidémie de Covid, parce qu'effectivement, on s'est retrouvé en distanciel, il a fallu s'adapter, etc. Et que dans cette période-là en particulier, il y a des supports pertinents qui ont été mis en place sur Internet et qui, du coup, rendent un peu moins intéressant, franchement, le fait de faire l'effort de se déplacer dans une faculté avec ce que ça veut dire de déménagement, etc. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? C'est pas ma question. Ma question, c'est plutôt un constat que effectivement beaucoup de gens aujourd'hui se forment sur Internet, et il me semble qu'une bonne réponse à ça, c'est plutôt d'investir ce nouveau champ plutôt que d'entrer dans une critique et finalement de se lamenter. Voilà, ça me semble pas très pertinent. Et je suis pas sûr que les amphis se vident parce qu'on utilise les PowerPoint dans les amphis, honnêtement. Donc, le niveau baisse, voilà, c'est ce qui est constaté par ce professeur. En tout cas, la question que moi je pose, c'est effectivement de savoir si l'usage du PowerPoint, l'usage d'éléments visuels au sein du culte, n'est pas plutôt une démonstration d'une baisse de capacité oratoire de la part des prédicateurs. Je sais qu'on on nous rabat les oreilles avec l'idée qu'il y a des personnes qui ont une mémoire auditive, et donc à elles, il faut leur parler, et des personnes qui ont une mémoire visuelle, et donc elles ont besoin d'un support visuel. Je suis de moins en moins convaincu par cette idée. C'est quelque chose que j'ai moi aussi, je dirais, adopté à une époque, notamment parce que c'est comme ça que j'ai été moi enseigné en faculté de théologie, où on m'a dit c'est important d'avoir un support visuel pour les gens qui ont une mémoire visuelle. Je suis de moins en moins convaincu par ça, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il fut une époque où on n'avait pas tout ce matériel-là, notamment Jésus n'avait pas ce matériel-là, les apôtres n'avaient pas ce matériel-là, n'avaient pas de support PowerPoint, n'avaient pas de moyen d'illustrer leurs pensées autrement que par la parole. Et c'est ce qui a donné lieu, par exemple, à l'usage des paraboles par Jésus, et c'est ce qui a donné lieu à des trésors d'inventivité, effectivement, pour bien illustrer par l'art oratoire ce qu'on voulait exprimer. Ça s'est fait pendant des siècles, et aujourd'hui on arrive à une société, je dirais, de l'image, qui réclame des images, et je pense que si elle réclame des images, il faut lui donner des images, mais on a la capacité, en principe, de le faire autrement que par une image, pour le coup, pour de vrai. J'en veux pour preuve Charles Spurgeon, qui est considéré comme étant le prince des prédicateurs, et ça, c'est un livre, c'est pas un recueil de prédications, c'est un livre d'enseignement qu'il donne justement à des gens qu'il forme à la prédication. Et ce qui est frappant, ce que moi je trouve absolument frappant, et ce qui rend d'ailleurs la lecture de ce livre captivant, et ce qui rend aussi, je pense, les prédications de Charles Spurgeon captivantes, c'est précisément cette capacité qu'il a à illustrer son propos en permanence. Et quand je dis en permanence, c'est à toutes les pages. À toutes les pages, vous trouvez des illustrations de ce qu'il dit. Je prends ici, alors je vais repasser en plein écran pour que vous puissiez voir ma jolie tête, parce que je suis très très beau, voilà.
Donc je vous ferai pêcheur d'hommes de Charles Spurgeon. Et donc, alors je suis embêté par mon micro, tac, comme ça, allez. Par exemple ici, il dit « Je connais un homme de grand talent, dont nul ne surpasse la prédication sur les 10 cornes de la bête, les 4 visages des chérubins et la portée typologique des barres de l'arche, mais il prêche rarement sur les péchés de l'homme d'aujourd'hui, les tentations et les besoins de l'époque. Avec ses futilités sacrées, il me fait penser à un lion qui chasse une souris ou à un navire de guerre à la recherche d'un tonneau perdu. » Voilà, une illustration. Une autre, page suivante. « N'évoquez pas en un seul message toutes les vérités bibliques comme dans un tome de théologie. En dire trop écœure l'auditeur sans l'éveiller. Un vieux pasteur, montrant un champ de blé à un jeune collègue, lui dit « Votre sermon manquait de structure et contenait trop de matière comme ce champ, plein de nourriture, mais à l'état brut et immangeable. Présentez-le plutôt comme un pain prêt à être mangé. » Ça a le mérite d'être clair. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'une photo d'un pain pour illustrer ça. Autre page, page suivante, pour dire à quel point il utilisait des illustrations. Le mot sermon signifie littéralement un coup d'épée. Ne vous limitez pas à l'arme en bois des sujets moraux, mais utilisez l'épée des grandes vérités de la révélation divine, dit Charles Spurgeon. Un peu plus bas, vos spéculations sur le nombre de la bête, vos devinettes sur les événements des nations, l'avenir de tel ou tel État ou vos conjectures sur l'identité de l'Antéchrist, je me permets de les regarder comme de pures balivernes quand des hommes meurent et l'enfer se remplit. Je préfère arracher un seul tison du feu de l'enfer que de me faire couronner dans l'arène de la controverse théologique. Ça a le mérite d'être clair, ça aussi, comme illustration. On peut aller un peu plus loin. Ici, seul le fonctionnaire, l'esclave de la routine, l'automate sans cœur, se contente de s'emparer du premier sujet à sa disposition. Les enfants ramassent au hasard Bouton d'Or et Marguerite, comme ils se présentent, mais celui que Dieu a appelé à son ministère doit le remplir de façon moins insouciante. Parmi d'innombrables joyaux, il choisit le plus approprié pour l'occasion, il n'ose se précipiter dans la salle de festin du roi comme dans une sorte de mêlée générale. Au contraire, en serviteur consciencieux, il demande au divin maître « Seigneur, que désires-tu voir sur ta table aujourd'hui ?» Ça, c'est pour le choix d'un thème ou d'un sujet de prédication. Comment choisir un texte? Voilà ce qu'il dit ici. Il parle d'un pasteur qui lui disait ça. La perplexité, me dit-il, ne vient pas du manque de texte, mais de leur abondance. Et Charles Spurgeon d'ajouter « Mes frères, l'amateur de belles fleurs n'aura-t-il pas de difficulté à sélectionner une beauté parmi les 10 000 merveilles d'un jardin, comme il hésite entre la rose et le lys ?» Vous voyez que c'est très illustré, et c'est très illustré sans PowerPoint. Voilà pourquoi je me dis que ce qui serait idéal, ça serait que le prédicateur soit capable, avant d'utiliser un PowerPoint, de se poser la question de savoir s'il peut structurer son message de façon à ce qu'il soit clair et compréhensible sans l'usage d'un PowerPoint, et est-ce qu'il se pose la question aussi de savoir s'il ne peut pas illustrer par l'usage de la parole ce qu'il est en train de dire. Parce qu'à mon avis, il y gagnerait dans sa capacité à capter l'attention et à la maintenir, et du coup à rendre ses prédications intéressantes, captivantes pour l'auditoire qui fait cet effort de l'écouter une demi-heure durant pour ce qui est de nos prédications actuelles, parce que apparemment dans le passé c'était beaucoup plus long que ça, et les gens visiblement ne s'ennuyaient pas. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, et je vous laisse avec cette réflexion, non sans vous rappeler que vous pouvez aussi vous abonner à l'atelier du diaconat. J'envoie un mail par mois sur des questions liées à la prédication, en ce moment en tout cas, parce que c'est par ça que je commence. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Salut!